Retrouvez Élémentaire avec le Musée de l'Homme. Bienvenue dans Élémentaire. Bonjour à tous, bonjour Mairead. Bonjour Marina, bonjour à tous. Série spéciale cette année depuis le Musée de l'Homme à Paris. D'ici 2030, le monde a 17 objectifs, des priorités absolues pour les hommes et la planète fixées par l'ONU, un programme de développement sans précédent. Par exemple, éradiquer la famine dans le monde, c'est ambitieux, mais apparemment, c'est possible. Regardez, la tâche est immense. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la faim dans le monde recule. Aujourd'hui, on a 200 millions de personnes en moins qui ont faim dans le monde par rapport à la fin du XXe siècle. Mais ceux qui sont sur le terrain disent tous la même chose. Qui dit guerre, dit famine. À moins que ce ne soit, après tout, la faim qui attise et qui crée les conflits. L'équation n'est pas résolue. Des images déchirantes de visages émaciés. Le siège de Madaya a pris au piège 42 000 Syriens. Des hommes, des femmes et surtout des enfants qui meurent de faim après des mois d'isolement complet. Depuis combien de temps tu n'as pas mangé? 7 jours. Tu dis la vérité? Je le jure sur Dieu. Je connais quelqu'un qui attrapait des chats, les égorgeait et les donnait à sa mère en prétendant que c'était des lapins. Je connais d'autres personnes qui mangeaient ce qu'il y avait dans les poubelles, ou d'autres qui mangeaient de l'herbe. Une ville martyre où des dizaines de civils ont succombé, victimes d'une stratégie cynique, la famine organisée. Je veux être parfaitement clair. L'utilisation de la famine comme arme de guerre est un crime de guerre. Je voudrais dire qu'ils sont retenus en otage. Mais c'est encore pire. Les otages, eux, sont nourris. Ces enfants, ces femmes et ces hommes se battent pour survivre, sans nourriture, ni médicaments. Une arme aussi vieille que la guerre est d'une efficacité redoutable pour forcer l'ennemi à se soumettre, mais la faim est aussi l'une des conséquences inévitables des conflits. Dans la région du lac Tchad, les violences de Boko Haram ont jeté des dizaines de milliers de personnes sur les routes. Les militaires nous ont demandé de partir. Ils nous ont dit qu'il y aurait des bombardements. Alors nous avons eu peur. Nous sommes partis le plus vite possible. Des réfugiés qui abandonnent tout derrière eux, leurs biens, comme leurs récoltes et leurs moyens de subsistance. Dès qu'on a une guerre, on n'a plus accès aux terres, on ne peut plus les cultiver, on n'a plus accès aux ressources. Il y a des déplacements de population qui se retrouvent dans des camps, qui n'ont même plus rien, qui sont totalement paupérisés par les conflits. L'insécurité alimentaire et la pauvreté sont étroitement liées au conflit. Lorsqu'on superpose les cartes de ces fléaux, elles se recoupent pour de nombreux points, comme au Tchad et en Afghanistan par exemple. Mais la faim est aussi l'une des causes des conflits. Elle est le facteur déclenchant, celui qui fait basculer une situation déjà instable pour d'autres raisons. En Centrafrique, la question de l'accès aux terres a enflammé des tensions ethniques et religieuses préexistantes. En Syrie, plusieurs années de sécheresse consécutives ont mis le feu aux poudres. Les agriculteurs n'ont pas pu avoir leur récolte habituelle et de nombreux jeunes hommes ont été amenés à bouger sur les villes.
Quand ils arrivent sur les villes, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas de ressources. Et quand un soulèvement populaire de protestation s'organise, il est alimenté par ces populations qui se sont urbanisées très vite du fait des sécheresses. Donc oui, ça y a contribué, ce n'est pas le seul facteur. La faim responsable de la guerre, un schéma vieux comme le monde. En 1789 déjà, la Révolution française est née d'une révolte de la faim et a fait tomber une monarchie millénaire. Allez, je vous emmène maintenant en territoire inconnu. C'est en tout cas comme ça que l'ONU appelle El Niño. Vous en avez sans doute entendu parler sans jamais vraiment comprendre de quoi il s'agit. El Niño met en tout cas en danger la sécurité alimentaire de millions de personnes. C'est un phénomène naturel, un déplacement d'une gigantesque masse d'eau dans le Pacifique qui modifie les vents et le climat. Les conséquences peuvent être dramatiques, des inondations dévastatrices dans certains pays et des sécheresses sévères dans le même temps à d'autres endroits. L'année dernière, nous avons eu un peu de pluie et nous avons réussi à planter des choses. Mais cette année, ce n'est pas une bonne année. El Niño fait d'ailleurs trembler les paysans tous les 3 à 7 ans. Regardez ces images récentes d'Afrique du Sud. El Niño a accentué là-bas une sécheresse sévère. Les stocks de nourriture sont au plus bas. L'Afrique du Sud doit importer une partie de son maïs, la nourriture de base, dont le prix explose. C'est l'épisode El Niño le plus violent en 15 ans. Il est d'ailleurs beaucoup plus fréquent qu'avant, sans que les scientifiques ne sachent vraiment expliquer pourquoi. Une femme est en première ligne pour changer les choses. Sa mission, rien de moins, éradiquer la faim dans le monde d'ici 2030. Catherine Cousin est chef du programme alimentaire mondial. On lui a posé une question simple. Pourquoi, si on produit assez de nourriture, 800 millions de personnes se couchent chaque soir le ventre vide? Merci pour cette question pertinente. On entend souvent dire qu'on n'a jamais produit autant de nourriture et que nous en avons plus que ce qu'il faut. Mais en réalité, c'est plus une question de disponibilité. La plupart du temps, la nourriture ne se trouve pas là où les gens en ont besoin. À l'inverse, il y a des zones où elle n'est pas du tout disponible. Le Sahel, par exemple. En Somalie également, El Niño impacte en ce moment les récoltes et la nourriture devient de moins en moins disponible. Il y a aussi des problèmes d'accès. Dans certains pays, la nourriture est disponible, mais les gens n'ont pas les moyens de l'acheter. Il y a un problème de consommation, manque d'assainissement des eaux, manque de disponibilité qui permettrait aux gens de consommer et de se nourrir convenablement. On ne peut pas dire « nous avons assez de nourriture, alors personne ne devrait souffrir de la faim ». Nous devons relever l'ensemble des défis alimentaires à travers le monde pour s'assurer que même les plus vulnérables, où qu'ils soient, aient accès à de la nourriture de qualité et partout. Donc on a compris, ce n'est pas une question de quantité, mais plus une question d'accès. Et surtout, en période de conflit, les accès deviennent de plus en plus compliqués, comme par exemple en ce moment en Syrie. Alors, est-ce que cela veut dire que tant qu'il y aura des guerres, eh bien, il y aura des famines? Pas si simple que cela. Chaque jour, je suis de plus en plus confiante, parce qu'en tant que communauté internationale, nous savons comment éradiquer la faim et nous savons que même en temps de guerre, lorsque les politiques permettent l'accès aux humanitaires et supervisent l'aide qui est nécessaire, nous pouvons éviter que les gens souffrent de la faim. On a les outils, on sait ce qu'il faut pour assurer cette action qui est nécessaire. Alors justement, le Programme alimentaire mondial a développé un outil de prévision pour anticiper. Ça s'appelle Food Secure, regardez. L'idée, c'est d'anticiper les événements extrêmes, un outil de prévision pour agir avant qu'ils ne se produisent, pour économiser de l'argent, du temps et des vies. Sous l'effet du réchauffement climatique, les catastrophes naturelles seront de plus en plus fréquentes. Ce constat est alarmant. Il doit permettre de prévoir un financement en amont et d'agir. Des programmes d'aide sont mis en place ou réévalués dans les zones où les risques de sécheresse, tempêtes ou inondations sont importants. Les communautés les plus vulnérables peuvent ainsi se prémunir en vue d'une éventuelle catastrophe.
Food Secure nous fournit un outil météo. Quand certains critères sont réunis, cela nous permet d'avoir des ressources et nous pouvons alors utiliser ces ressources pour anticiper et non pas pour agir une fois que l'événement s'est déjà produit. C'est donc le contraire de ce que nous avons toujours fait pour les crises et pour les catastrophes. On attend le moment où il y a un défi alimentaire pour enfin agir. Même avec tout ça, on a du mal à croire que c'est possible d'éliminer la faim dans le monde. Alors du coup, on a posé la question qui fâche à Ertarine Cousin. Est-ce qu'elle va y arriver, sachant que l'ONU n'a pas réussi à atteindre ses précédents objectifs? Je vous remercie pour la question, mais en fait, je ne suis pas d'accord. 60 pays ont réussi à réduire la faim de moitié. Et c'est ce qui nous donne espoir et nous amène à croire que nous pouvons atteindre l'objectif de zéro faim d'ici 2030. Nous bénéficions de l'élan d'une communauté internationale impliquée. Les objectifs de développement durable ont été adoptés par cette communauté en 14 secondes. Tout le monde est d'accord, il n'y a pas de cas isolé. Nous devons nous unir pour arriver au changement qui est nécessaire afin de créer un monde plus pacifique et plus prospère. Et parmi ces objectifs, celui d'atteindre zéro faim. Et nous allons avancer pas à pas pendant les 15 prochaines années pour que cet objectif soit atteint dans chaque pays. En tout cas, si vous voulez changer les choses à votre niveau, prenez votre téléphone portable. Il y a une application qui s'appelle Share 2000, justement lancée par le Programme alimentaire mondial. Un clic sur votre smartphone, 40 centimes et vous vous offrez un repas à un enfant pour une journée. Ça s'appelle Share 2000. 4 millions de repas ont été fournis depuis le mois de novembre 2015. L'idée, c'est qu'il y a 20 fois plus d'utilisateurs de smartphones que d'enfants qui ont faim. Une application qui donc peut peut-être changer les choses. Alors nous, on clique, c'est parti. Et on vous retrouve bientôt sur France 24. Merci beaucoup et à bientôt.